Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Michel Chivalier, vous êtes médiateur culturel au service du patrimoine de la ville de Briançon. Bonjour. Bonjour à tous. Et on va parler de l'eau dans la ville haute de Briançon aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, l'eau, est-il facile de capter l'eau à Briançon tout d'abord, Michel ? Alors, Briançon, c'est une ville à la confluence de 5 vallées. La confluence étant environ à 1200 mètres d'altitude à Sainte-Catherine et à ses abords un petit peu plus au sud de la vieille ville de Briançon, dite ville haute ou cité Vauban, qui est évidemment la ville à l'implantation de référence de Briançon. Il y a 3000 ans, les Ligures, puis environ 200 ans avant Jésus-Christ, les Romains se sont installés vers le Champ de Mars et ses abords, et puis ensuite ont légèrement migré vers le verrou glaciaire de la ville haute. Donc ce verrou glaciaire n'est pas tout à fait à proximité de cette confluence de 5 vallées entre la Durance, la Clarée n'est pas loin, la Guisane, la Cervérette, les Ailles, qui viennent grossir cette Durance qui est évidemment l'affluent principal alpin du Rhône. Donc c'est vrai que pour Briançon, au cœur des Alpes du Sud, bien que dans la partie nord des Alpes du Sud, non loin des cols du Lautaret, du Galibier, c'est-à-dire non loin de la Savoie, qui est quand même un petit peu plus humide, eh bien Briançon a quand même cette caractéristique, vous le savez, de ville très ensoleillée. Et comme la ville haute de Briançon se trouve sur le rebord de la Croix de Toulouse, qui est un écran de roches calcaires où l'eau disparaît très vite en profondeur, il n'est pas évident de la trouver. Et les anciens, depuis les premières installations à Briançon, se sont efforcés de capter des sources, et il y en a deux, une davantage sur le rebord de la vallée de la Guisane, qui s'appelle la source de la Doue, et une plus sur le rebord de la vallée de la Clarée, qui s'appelle la source de Bon Repos, c'est-à-dire de part et d'autre finalement de la Croix de Toulouse, qui est le grand escarpement qui domine Briançon sur le versant adré à 2000 mètres d'altitude. Donc tout ça, ça a nécessité quand même de trouver l'eau, de la capter avant qu'elle ne s'enfouisse sous des calcaires qui sont des roches poreuses, perméables, qui rendent de l'eau beaucoup plus loin, et encore faut-il la trouver, donc ça c'est pas facile. Bref, quoi qu'il en soit, l'eau arrive à Briançon, mais au début pour une population certes plus limitée. Et donc cette population, dans cette configuration de ville d'échange, de commerce qu'a été Briançon assez tôt, évidemment, on est sur la route du Mont Genèvre, et les échanges avec l'Italie, la future Italie, qu'on appelait dans un premier temps la Cisalpine ou la Transalpine, et puis plus tard le duché de Savoie-Piémont, la maison de Sardaigne et l'Italie finalement. Bon, les échanges font que évidemment Briançon avait intérêt à se jucher sur ce piton rocheux. Avec la venue de Vauban, c'est encore plus criant, ça fera l'objet d'autres entretiens, et donc on voit bien que cette configuration est nécessaire pour Briançon, ainsi que de se défendre. Mais le fait d'avoir cette eau qui arrive de l'extérieur, ça va compliquer la tâche aux Briançonnais, parce que cette eau, elle peut être aussi la proie d'ennemis qui peuvent se présenter devant la ville. Alors on va voir un peu comment faire. Et une fois que l'eau est captée, donc à quoi sert-elle et qu'est-ce qu'on en fait de cette eau ? Et voilà. Alors, une fois captée, la population dans la ville haute de Briançon était nombreuse, dense. Il faut se mettre dans l'idée qu'avant Briançon-Sainte-Catherine n'existait quasiment pas, c'était un hameau de paysans. Et donc, le gros de la population se situait là. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque de Vauban, il y a à peu près 3500 civils et 1500 militaires qui y sont ajoutés à partir de 1692, 1700. Donc ça fait une population de 5000 personnes. Mais avant ça, au Moyen-Âge, ils étaient bien 3000. Donc 3000 personnes, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 600 à 800 personnes en moyenne dans la ville haute de Briançon, ça fait quand même une différence. Et ça faisait, malgré tout, une forte consommation d'eau.
Plus les animaux. Cette eau, avec des animaux que l'on maintient à l'étable pendant l'hiver, qui ici dure minimum 6 mois. À la belle saison, certes, on répartit les bestiaux sur les différents versants dans des pâturages à proximité de chalets d'alpage. Mais pendant 6 mois d'hiver, tout le monde se trouve à l'intérieur de la ville haute de Briançon. Et c'est vrai que l'eau pouvait venir à manquer, notamment l'hiver, car l'eau gelait. J'y reviendrai après. Ce qui fait que on doit, pour ces 3000 personnes, disons au Moyen-Âge, ce qui est à peu près concomitant au moment où Briançon et toutes les communautés autour à 51 signent la charte des escartons, qui permet à l'ensemble de la population de devenir libre, affranchie et bourgeoise, ce dont on parlera aussi une autre fois. Bref, tout ça pour dire qu'on a quand même besoin d'eau et qu'une douzaine de fontaines sont installées dans la ville haute de Briançon, et en particulier 3 fontaines toujours identifiables aujourd'hui dans ce qui va devenir la Grande Gargouille, mais qu'on n'appelle pas comme ça encore, c'est-à-dire la Grande Rue de Briançon, avec son béal Gaillard arrivant de Villeneuve sur le versant adré, canalisé en partie jusque dans la ville haute. Alors une douzaine de fontaines d'une part, dont 3 dans la Grande Gargouille. Ces 3 fontaines, dans un premier temps, sont au milieu de la rue, pour qu'on y ait un accès plus facile, et qu'on puisse bien tourner autour. Mais ce qui limite quand même aussi, la contrepartie, c'est le charroi. Alors certes, ce sont des chariots, ce sont des charrettes, mais les différentes compositions de la population de Briançon sont quand même toutes liées à un moment ou à un autre à du commerce, donc il y a quand même de la circulation. Et ces charrettes, ces chariots, ces gens à mulet, quelquefois à cheval, circulent pas toujours facilement dans la gargouille. Alors peu à peu, ces fontaines vont être décalées et mises comme vous les découvrez aujourd'hui, sous des alcôves. La municipalité consulaire de l'époque, puisqu'on parlait de consul du temps des escartons, ayant acheté des parcelles en rez-de-chaussée de certaines maisons pour y décaler les fontaines dessous et moins gêner la circulation. Donc vous imaginez un petit peu cette ville haute, grouillante de vie, avec évidemment un accès à l'eau nécessaire. Il est bien clair que c'est un des vraiment thèmes principaux de la vie, l'eau. Donc c'était pas évident. Et en plus de cela, il fallait pouvoir lutter contre le gros danger de l'hiver, c'est le feu. Vous l'avez dit, et je l'ai complété, la population est nombreuse pendant l'hiver, les familles sont toutes regroupées, il y a plusieurs générations, il n'y a pas les normes comme aujourd'hui, notamment pour régir le feu de cheminée, et vous imaginez qu'avec en plus les bestiaux dans les étables, au rez-de-chaussée, ou quasiment à demi enterrés, et toute la famille qui se répartit avec du foin dans les granges et des conduits de cheminée mal entretenus ou pas toujours ramonés, vous imaginez un peu les incendies qui pouvaient se produire à Briançon. On en connaît évidemment plusieurs, dont les 2 principaux dans l'histoire, un en 1624 et l'autre en 1692, qui pour les deux ont une origine plutôt accidentelle. Donc c'était quand même vite arrivé. Alors, il va falloir s'interroger pour pouvoir lutter contre ces incendies. Et du coup, cette gargouille, ces fontaines, ont-elles toujours été dans la même configuration? Et voilà, parce que comme les 2 objectifs principaux, c'est d'avoir l'eau pour boire, mais aussi l'eau pour se défendre contre le feu, il fallait absolument que l'urbanisme de Briançon, ville haute, corresponde à l'adduction d'eau, si vous voulez. Le fait que les gargouilles, et donc finalement les rues principales de Briançon, soient toutes dans le sens de la descente, complique certes la circulation, parce que l'hiver, ça monte bien d'un côté ou c'est glissant de l'autre. Mais à la fois, ça permet par gravité que l'eau descende les gargouilles et que l'eau alimente plus facilement les fontaines. Et ainsi, on pouvait davantage gérer le risque d'incendie.
C'est-à-dire que à partir de 1343, en 1945, 1345, ouvre la Grande Gargouille, c'est-à-dire le Grand Canal. Alors pas tout à fait dans la configuration d'aujourd'hui, hein. De grands blocs en 1345 sont installés dans la rue principale. Ce sont des blocs notamment en calcaire marbré, dit le marbre rose de Guillestre, mais pas que. Et donc ces grands blocs taillés dans une configuration rocheuse assez massive vont faire passer l'eau depuis le haut, qui deviendra plus tard la porte de Pignerol, jusqu'en bas, qui deviendra plus tard la porte d'Embrun. Et donc comme ça, l'eau descend, dévale très fort, et peut être prélevée facilement par chaque maisonnée, chaque famille, directement, si je puis dire, à la source. Mais le problème, c'est l'hiver, parce qu'il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le dérèglement climatique, et donc les hivers très froids faisaient que l'eau gelait, et qu'il fallait garder de l'eau dans les maisons, pas trop loin de la pièce un peu mieux chauffée, pour pas qu'elle gèle, et pouvoir éteindre le feu comme ça. Mais vous imaginez que ça suffisait pas. Donc il y avait aussi des seaux dans des espèces de cylindres, de gros cylindres en toile de jute très dense, pour que ça se remplisse facilement et qu'on puisse ensuite, quand ils étaient vidés ou nettoyés, sécher plus facilement. Mais tout ça, c'est quand même un dispositif qui est assez faible par rapport à l'ampleur que pouvaient prendre les incendies. On l'a bien vu en 1624 et 1692, où quasiment les 8 à 9 dixièmes de la ville ont été incendiés. Donc ça ne suffisait pas. Heureusement, les fontaines venaient compléter ça, mais une fois qu'on se servait aux fontaines pour faire boire la famille, les animaux, des travaux d'entretien des maisons, et pouvoir aussi se servir de l'eau pour nettoyer la rue, parce que j'aime autant vous dire que les conditions d'hygiène étaient quand même assez limitées. Tout le monde jeté par la fenêtre. Quoique à l'époque tout se recyclait, hein. Et donc, alors pas par la fenêtre, parce qu'il y avait quand même un règlement de police, et il faut bien se dire que ces gargouilles, contrairement à l'idée souvent reçue, ces gargouilles ne sont pas des égouts, hein. Elles doivent être maintenues avec un flot d'eau assez régulier, gardé par un mansier, qui est le garde-canal finalement, qui distribue l'eau pour les parcelles à arroser plus haut, bien sûr, puisque par gravité, cette eau va arriver dans la ville haute et être canalisée dans ces fameuses gargouilles et maintenue propre pour que on puisse la prélever propre, ou du moins réputée propre. Mais ça n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, quels sont leurs rôles à l'époque de l'eau courante? Parce que maintenant, bon, on a cette chance. C'est sûr. Alors aujourd'hui, on a l'eau au robinet dans les maisons, mais ces deux gargouilles, alors la grande qui a été un petit peu restaurée, on va dire, dans les années 1960, on a prélevé l'ensemble de ces gros blocs, dont certains, on l'a dit, en marbre rose de Guillestre, et on les a mis parce qu'ils n'étaient pas si abîmés que ça, hein, ça et là dans la ville, notamment pour un petit peu embellir certains endroits, en décorer d'autres, ou limiter le stationnement dans certains coins. Par contre, la petite gargouille est restée dans sa configuration. Elle paraît plus vieille quand vous la voyez, la petite gargouille, mais en fait elle est plus récente que la grande. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop été modifiée depuis la venue de Vauban, vous comprenez? La grande gargouille est vraiment la partie la plus ancienne, hein, du vieux Briançon. Donc ces deux gargouilles, pendant l'été, sont remises en eau, dès qu'on le peut aussi pendant l'hiver, mais comme en principe c'est de l'eau du canal, c'est plus facile de les mettre en eau l'été, puisque c'est de l'eau qui est prélevée à Villeneuve, qui vient donc de la vallée de la Guisane, et comme on l'a dit, d'une partie étant réservée pour la ville haute de Briançon. Et pendant l'hiver, quand les captages offrent quelquefois des trop-pleins ou autres, eh bien on met ce trop-plein dans la gargouille pour éviter de perdre cette eau. Et donc cette eau d'ailleurs n'est jamais véritablement perdue, puisqu'ensuite en bas de la gargouille, elle est répartie dans différentes cunettes qui rejoignent la Durance. Donc l'eau de la Guisane, d'une certaine façon, différente
de la façon naturelle, rejoint quand même toujours la Durance. Donc les deux gargouilles sont à peu près dans cette configuration. Les fontaines sont maintenues en eau dès qu'il ne gèle pas, pour éviter qu'elles ne s'abîment, parce qu'on sait bien que le gel va déchausser les pierres marbrées, les cintrages métalliques, et faire fuir les fontaines, ce qui coûte évidemment toujours une réparation qu'on essaye d'éviter, mais que l'on fait aussi parce que ça fait partie de l'urbanisme et de l'embellissement de la ville, parce que Briançon sans ses fontaines et Briançon sans ses gargouilles, c'est pas tout à fait Briançon. Et donc on a besoin aussi de cela pour l'accueil des visiteurs et notre activité de service du patrimoine. Et justement, avec le changement climatique et avec les pics de fréquentation touristique assez importants à Briançon, l'eau est-elle garantie? Alors, la plupart du temps, oui. Mais on se rappelle bien l'été 2022, qui a été particulièrement sec et chaud. Il y avait eu des restrictions préfectorales, et pas qu'ici, dans l'essentiel des départements français. Et donc, on n'y a pas échappé. Et on n'a pas eu d'eau quasiment pendant 3-4 mois. Dans ces fontaines, dans la gargouille, j'entends, voilà. Ou très peu. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit premièrement éviter de gaspiller l'eau. Ça rentre dans les façons de faire des uns et des autres. D'ailleurs, les arrêtés préfectoraux nous y obligent. Et ensuite, on peut compter sur les services de l'eau de Briançon et qui, évidemment, travaillent aussi pour les communes alentours pour pouvoir garantir cette eau, du moins à minima. Mais c'est vrai qu'elle peut être quelquefois contrainte, cette utilisation de l'eau. C'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable dans les fontaines. On peut boire. Et que l'on peut boire, n'hésitez pas, surtout à la belle saison. Elle est bonne en plus. Elle est fraîche. Elle est bonne, elle est fraîche et elle est garantie d'une qualité qui équivaut les eaux minérales, bien entendu. Quant à l'eau de la gargouille, comme on l'a dit, c'est de l'eau de canal. Elle n'est pas faite pour être bue. Maintenant, elle est davantage faite pour l'agrément, mais elle sert aussi à nettoyer la rue, ce qui est toujours dans les prérogatives des habitants devant leur pas de porte. Nettoyer son pas de porte l'hiver, le déneiger, malgré le concours évidemment des services techniques. Et également nettoyer son pas de porte à la belle saison, et pour ça on prélève de l'eau dans la gargouille avec le seau, ce que font toujours les habitants de la vieille ville de Briançon ainsi que les commerçants. Est-ce que dans vos visites guidées, l'eau est-elle présente? Alors, elle est présente par le fait qu'on y marche à proximité, c'est le cas des gargouilles. On s'arrête volontiers devant les fontaines, non seulement pour les commenter, mais également pour permettre aux visiteurs de se désaltérer, quelquefois même aux guides, parce que quand vous êtes en saison d'été, eh bien vous vous réhydratez un peu, voilà, il peut faire très chaud. Et donc, ces fontaines font partie évidemment du circuit de la visite guidée, puisqu'elles permettent évidemment cette adduction d'eau, l'arrosage, qui dit arrosage dit petit jardin potager, fleurs, verdure, et il y a quand même quelques coins de verdure dans cette ville haute de Briançon qui nous semble très minérale à la base, mais où les habitants et la municipalité font en sorte de conserver ces îlots de fraîcheur, de verdure, soit dans des petits jardinets partagés, soit pour la ville de Briançon, dans ce jardin du gouverneur qui pourra faire l'objet d'un autre entretien. Avec plaisir. Et que nous ferons en sorte d'ouvrir de plus en plus et de mieux en mieux à la visite guidée, mais également aux promeneurs nombreux dans la ville haute de Briançon à la belle saison. Nous vous en souhaitons la bienvenue par avance. Et si on veut venir en savoir plus, Michel, sur la petite gargouille, la grande gargouille, sur le patrimoine à Briançon, comment on fait? Alors, le service du patrimoine de Briançon est ouvert en intersaison les après-midi, du lundi au vendredi, et puis durant les vacances scolaires, soit 5 jours sur 7, voire même en juillet-août, quasiment 7 jours sur 7. L'Office du tourisme prend le relais pour toute demande d'information. Et sur le site de l'Office du tourisme Serre Chevalier Vallée Briançon,
N'hésitez pas à trouver la rubrique du patrimoine de la ville de Briançon qui est mise en évidence et de vous inscrire également à des visites guidées via une plateforme de réservation qui s'appelle Ingénie. Nous vous y attendons nombreux et vous en remercions par avance. Merci beaucoup. Merci à tous.